Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode de la saison 3 du Big QSO. Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode spécial intitulé « Celui qui parle à l'ISS ». Nous aurons le plaisir d'accueillir non pas un, mais deux invités, Michel et Jules, deux passionnés de chevronnés, prêts à partager leur expérience et leurs réflexions sur leur dernier contact radio entre l'ISS et l'école Théodore Monro dans le programme ARIS. Le contact a eu lieu dans un lieu mythique, le musée de l'air et de l'espace du Bourget. Nous tenons également, juste avant de commencer cette interview, à vous remercier, vous, les auditeurs, ceux qui partagent, ceux qui se sont abonnés, ceux qui donnent leurs avis, leurs opinions sur ce podcast. Votre avis, vos partages sont essentiels pour notre communauté. Je tenais également à remercier le Radio Club F5KTR qui nous a permis d'enregistrer en direct et non pas par Internet cette super rencontre. En attendant, je vous souhaite un très bon podcast et à très bientôt pour le prochain épisode. Savourez bien, envolez-vous vers l'espace, c'est parti pour le Big QSO. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on a Michel et Jules, deux radioamateurs avec nous qui sont un peu particuliers. D'ailleurs, Michel, vas-y, présente-toi. Bonjour Dimitri. Merci beaucoup. Pour moi, c'est un honneur d'être ici avec toi dans le radio club de la SNCF. Alors, je sais pas si on entend les trains. On entend les trains. Ouais, génial. C'est génial. On est dans l'ambiance avec une super vue dégagée sur Paris et les antennes. Donc moi je suis Michel, Foxtrot Unité Alpha Foxtrot Whisky. J'ai deux passions en fait dans deux domaines. Le premier c'est l'informatique, hein, j'en ai fait mon métier et puis la radio qui est restée pour moi une activité expérimentale. Et puis je suis polonais et j'ai grandi en région parisienne. Ok. Et toi, Jules? Ok, moi de mon côté, moi c'est Jules F4Y. On peut aussi m'entendre sous K4Y. Moi, effectivement, j'ai 23 ans et je fais partie d'un programme assez particulier qui s'appelle le YOTA, qui signifie Youngsters on the Air. Et en fait, le but c'est de promouvoir l'activité des jeunes. Dans le monde du radioamateurisme qui est quand même un monde assez restreint auquel on va pas se mentir, la moyenne d'âge est très très limitée un petit peu ancienne. Voilà, effectivement. Donc c'est quelque chose dans lequel j'ai beaucoup de projets, dans lequel je suis pas mal impliqué. Voilà, on fait des concours, on organise des summer camps, des activités, des ateliers tout autour de cet univers. C'est assez magnifique. On fait plein de rencontres, plein d'amis, tout ça. Et sinon mes autres passions, moi je fais pas mal de musique. Ouais. Voilà. Tu joues? Ouais, je joue guitare, basse, batterie, piano. Voilà, ça dépend de mon humeur, on va dire. Okay. Et puis sinon Michel mentionnait l'informatique. Je suis un peu un féru de Linux moi. J'ai même été jusqu'à créer ma propre distribution Linux pendant le confinement parce qu'il y avait que ça à faire. De quoi s'occuper, ouais. Voilà, exactement. Ok. Et comment vous avez découvert le radioamateurisme, toi par exemple, Michel? Moi je suis très content d'être à côté de Jules. Merci de me faire cet honneur aussi. Parce qu'en fait j'aurais rêvé avoir le YOTA en d'hier quand j'ai découvert le radioamateurisme. En fait moi j'ai l'impression que j'étais tout le temps dedans. À la maison, on écoutait la radio. Dans les années 80, mes parents qui avaient immigré de Pologne écoutaient Radio Free Europe, qui émettait sur les grandes ondes. D'ailleurs sur une fréquence qui est devenue radio amateur depuis sur cette méga 190 en AM si je me souviens bien.
hein. Et donc j'ai toujours eu ce côté SWL à la maison. Pour Noël, je commandais des talkie-walkie qui avaient jamais assez de portée. Et j'ai découvert, je pense que c'était l'été 88 ou 89, lors d'un voyage familial en Pologne, la CB chez mon oncle. Alors, en fait, il s'en servait pour communiquer entre son appartement à Varsovie et puis celui qu'il avait en banlieue de Varsovie. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Il m'avait expliqué que vu qu'il y avait pas de GSM à l'époque, encore moins en Pologne, ils s'en servaient comme ligne téléphonique de secours entre ces deux endroits. Et puis il m'a parlé de la CB et de ce qu'on pouvait faire, des DX qui était également possible. Et puis je suis reparti avec une CB. Alors c'était assez compliqué parce qu'à l'époque les Polonais, même si c'était après la chute du mur, avaient gardé quand même des habitudes à avoir des CB qui étaient modifiés pour le marché polonais, avec des terminaisons en 5 kHz. Donc on avait réussi à trouver dans Varsovie un magasin qui vendait des CB avec le 19 sur 27 185 et pas 180. Et donc je suis reparti avec ça et j'ai fait de la CB pendant pas mal de temps en local, du DX en mobile sur le toit de la voiture familiale garée sur un point haut, toujours en 27, même avec une époque paquet radio. J'ai eu la chance en 92 avec l'arrivée du permis à point, mes copains de lycée se sont mis à la CB aussi, et donc on a utilisé ça comme réseau social pour détecteur de boîte à images. Ouais, alors nous on n'avait pas encore le permis, donc on mettait pas encore la CB sur les mobilettes, mais en tout cas on s'en servait pour échanger les devoirs ou savoir à quelle heure on partait pour le lycée. Ouais, et puis après, c'est devenu le Waze, l'ancêtre de Waze. Ouais, un peu. Ouais, c'est plutôt mon père qui utilisait qui utilisait ça pour la voiture. Donc c'est vrai. Et puis j'ai dans les années 80, ouais, au début des années 90, j'ai quand même franchi le pas d'un radio club, parce que en fait, il y avait toujours, quand je revenais en Pologne, il y avait toujours aussi ce culte du radio amateur, de l'opérateur onde courte, comme on l'appelle si on le traduit, qui était là, et puis cette envie d'aller plus loin, un peu cette cherche de l'EX. Et j'ai passé ma licence radio amateur F1 à l'époque sans le morse, l'année de mon bac. Okay. Voilà, j'avais fait, je n'étais pas trop décidé dans le Radio Club, mais j'ai passé ma licence le jour de l'année de mon bac. Mes parents m'avaient mis une grosse pression, tu passes le bac cette année, donc c'est tout de suite ou maintenant. Donc voilà, j'ai passé 2 semaines à bachoter, et puis j'ai franchi le pas. Ok. Premier radio club, c'était lequel? C'était F6 KBM à Cesson-Vers-Saint-Denis. Ouais. Ok. Très bien. Ton examen s'est bien passé? Je m'en souviens plus trop, mais ouais, ça a été, c'était juste sur la technique, je crois, juste sur la réglementation. C'est le but, c'était pas de scorer, c'était de voir l'examen. Hein. C'est ça. Sur Minitel? Je crois que c'était sur Minitel à l'époque. Je m'en souviens plus. Les questions, elles étaient moches, c'était horrible. Je garde un mauvais souvenir de ça. Et toi, Jules? Moi, l'histoire est un peu plus courte finalement, mais tout a mené à ce chemin en fait. J'avais un excellent grand-père qui était à l'époque opérateur C-double pour les forces françaises au Mali. Et donc c'est un peu lui qui m'a transmis la passion pour la C-double avant même que je connaisse tout ce monde compliqué des radios amateurs. Donc voilà, je fais un peu de C-double depuis le collège, on va dire, doucement mais sûrement.
On en faisait avec des potes, voilà, c'était drôle et tout. Et puis en 2016-2017, je commence à m'intéresser un petit peu plus à la phonie parce qu'en fait, mon père avait sa licence de pilote valide à l'époque. Et en fait, derrière, moi, j'ai passé mon brevet d'initiation aéronautique et je commençais à comprendre les procédures radio et tout. Et moi, je trouvais la technique de la radio qui était utilisée intéressante de fou. Donc j'ai creusé un peu plus. Et évidemment, quand tu creuses en 2017 YouTube, le bon rabbit hole du PMR et du 27 et tout ça, moi forcément j'ai acheté un Baofeng. Qui ne l'a pas fait. Qui ne l'a pas fait. Et tu gardes un bon souvenir du Baofeng? Ah ouais. Bah c'est là que j'ai croisé mes premiers potes radio hein, sur le PMR. Je me suis dit putain, j'ai donné un coup de PTT et comme ça voilà, j'ai encore 3-4 potes avec qui je traîne beaucoup aujourd'hui que j'ai connu via ce biais. Et ils sont passés Radio Amateur? Non. Non, ils ont pas franchi le pas. Mais ça ne saurait tarder. Ah, voilà, ça c'est bien. Voilà. Et du coup, en fait, voilà, pendant un an, j'ai traîné avec mon Baofeng et tout. Et puis, par hasard, à 5 minutes de chez moi, il y a un petit radio club assez sympa, pas trop connu, qui s'appelle F6KGL. Ah oui. Et pas connu du tout. Ah non, vraiment pas connu du tout. Moi, en 2017, qu'est-ce que c'est que ça? Hein, avec un stand très sympa avec plein de radios et tout. Je me dis, putain, c'est stylé et tout, machin, c'est bien et tout. Et puis en face de moi, il y a Christian GSJ et Patrice HPW qui me voient avec mon Baofeng jaune et qui me disent, ah mais t'as un Baofeng, tu fais du PMR et tout. Je fais et c'est quoi votre truc là? Bah nous on est radio amateur et tout. Et puis les mecs qui commencent à communiquer, ils me font, t'as quel âge? 17. Viens voir à l'intérieur. Voilà. Et là, je suis tombé amoureux. Il y avait un 5000 en plein fonctionnement avec de la C-double à carburer, avec des rotors qui tournent, avec des écrans partout. J'ai dit, putain, c'est génial ce truc. Et direct, un peu comme toi, avec le bac, j'ai dit, bon, let's go. Hein. On va prendre un autre challenge. On va passer la licence en même temps, que je n'ai pas passé en même temps. Voilà. Mais que j'ai bien bachoté, on va dire. Et c'était du coup en novembre 2018, hop, je suis allé à Villejuif, j'ai tenté le truc pour l'avoir, j'ai pas eu des notes de fou. Ouais. Mais voilà, je l'ai eu, j'étais tout content et puis là ça a tout démarré hein, parce qu'après la machine était enclenchée. Hein. Après j'ai connu Tom F4 GWS qui était un jeune, enfin c'est lui qui est venu me chercher plutôt. Le ref est venu me chercher, on va dire. Ils m'ont parlé chinois. C'est quoi un sked? C'est quoi ça veut dire quoi c'est double? Je savais même pas que ça se disait comme ça. C'est quoi run? C'est quoi mult machin? Et puis voilà. Après, comme je disais, la machine était enclenchée et puis j'ai créé mon radio club à l'essier F4KKX avec mon prof Thierry. Et pendant 5 ans, je me suis super bien amusé. Et puis voilà. KKX existe toujours? KKX existe toujours. Bien. Radio club de lycée, c'est ça? Radio club de l'essier. Ah, de l'essier. D'accord. Ouais. Ok. Et mon école d'ingé. Fort bien. Très bien. Et toi, Michel, alors, t'arrives en radio, c'est quoi tes kiffs là-dedans? C'est quoi tes occupations, ta pratique? Tu vois la radio amateur, tu commences par quoi? En fait, je touche un peu un peu à tout. Je découvre à la fois différentes bandes auxquelles j'avais pas accès sur la CB, mais aussi une communauté active qui va pousser plus loin la technologie, notamment en paquet radio, parce que il y avait un réseau assez sympa sur 11 mètres dans la région parisienne à l'époque, mais voilà, c'était assez limité. Et puis je fais pas mal, je continue à faire des allers-retours avec en Pologne chaque été pour
un voyage de retour à la visite familiale. Et puis j'emmène avec moi ma radio. C'était quoi à l'époque? C'était un RV100 de chez Ericsson. Donc c'était peut-être l'équivalent du Baofeng à l'époque. Alors ça coûtait 1600 francs ou 1500 francs. Ouais, les 20-30 euros, ouais. Ouais. On est loin. Tu es en train de regarder les jeux en disant, en France, ça fait, c'est quoi? On est bien loin. T'as pas connu Les les mecs, francs. les francs, je suis né en 2000, hein, tu vois, tranquille. Donc c'était ça. Et puis je me retrouve effectivement en plus des contacts radio, à faire des visus, enfin des rencontres avec des radios amateurs, super sympa, et puis des échanges qui deviennent de fil en aiguille des amitiés, et donc ouais, je touche un peu à tout. Je touche un peu Ok. à tout. Puis après, les satellites. Ah, Ah là là. les satellites, en fait, c'est venu très tard. C'est venu très tard, en fait. C'est un de mes collègues qui m'a dit un jour, écoute, il y a l'Electrolab là de Nanterre. Ils font ils ont un radio club, et puis ils font des rencontres spatiales. Tu devrais y aller. Et puis j'y vais, et en plus j'emmène mon fils aîné avec moi, et là je découvre un univers que je connaissais pas. Je découvre en fait l'espace, et je découvre des opérateurs. Ils vont venir à la police, hein, pour déloger. Non, on sortira pas d'ici. Laissez-nous faire de la radio, laissez-nous faire du podcast. Et donc on fait je découvre là cet univers, avec des gens qui sont pas forcément radio amateurs et qui parlent de radio, et je trouve ça génial. Ouais, parce que l'AMSAT, c'est pas que des radios amateurs en plus. C'est ça, ouais, c'est pas que des radio amateurs. Ok. Et toi, Jules? Premières expériences, premier kiff en radio? Premier kiff, vraiment, un truc qui me, parce que je suis passé par plein de trucs. Mon premier kiff, c'était pas mon premier QSO, clairement. Comme beaucoup pourraient l'être, en disant, j'ai fait mon premier QSO et tout. Moi, mon premier QSO, c'était pas vraiment ça, parce que mon premier QSO, c'était de la phonie, c'était sur 2 mètres, et ça a rien de ultra significatif. Non. Parce que c'était avec un mec, sûrement très intelligent, F8 QT. Je sais pas ce qu'il est devenu, ce mec-là, aujourd'hui, sur le relais de Clamart. Mais, rien de ouf. Non, ce qui m'a fait vraiment kiffer, c'est quand j'ai commencé à manipuler avec un double contact, et que là j'ai fait pas mon premier QSO, pas mon deuxième ni mon troisième, mais mon Xème QSO à partir du moment où je copiais 100% de ce que le mec me racontait. Et la chose magique quand c'est double, c'est qu'en fait, tu fais de la musique. Quand tu quilles, tu fais de la musique, tu produis du son, et quand le mec il te répond, il te répond avec la musique que tu as écrit. Et donc c'est une mécanique qui est, enfin pour moi que j'adore. C'est un truc que les gens comprennent pas, mais voilà, moi il y a ce côté magique dans la C double qui m'a poussé à aller encore plus loin. Et puis surtout à KGL, on a une communauté de C double qui est très 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 active. Ouais. Et qui m'ont permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Avec ça, voilà, c'est vraiment mon plus gros kiff. Sinon, ça c'est pour la partie opération. Ouais. Pour la partie technique, il y a, en fait, je fais un peu avec ce que je trouve. J'ai pas mal joué avec Amnet. J'ai trouvé ça assez drôle. Pas Voilà, beaucoup répandu en France. mais pas ultra répandu, je suis d'accord. Mais Ça on faisait mériterait des d'être trucs. développé. Le problème, c'est qu'en France, voilà, les gens font un peu des trucs entre eux. Ouais. Je vais pas mentir, on faisait des trucs entre nous. Hein. Mais voilà, c'était histoire de se marrer. Vous voyez que ça marche et tout. C'est drôle. Tu peux me dire un Mais- petit peu ce que c'est que Amnet pour ceux qui ne connaissent pas encore? Alors Amnet, pour faire très 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 simple, en fait, vous prenez Internet, sauf que vous remplacez les câbles par des antennes Wi-Fi, en gros. Ouais. Voilà. Et donc toute la couche IP paquet passe par du Wi-Fi.
Ok. Donc après le but effectivement c'est de faire des liaisons qui arrachent et des liaisons qui vont le plus loin possible. Et derrière ben voilà après bienvenue dans un réseau fait divers fédéré. Donc après voilà comme ici à KTR on a une instance Amnet avec des routeurs, des serveurs et tout, des choses qui tournent. Ouais. T'as Donc, une voilà. antenne, t'as tout. On peut héberger les sites web. Alors il y avait une antenne, je sais pas si elle y est toujours. Ouais. Parce que ici avant le plus gros node il était à Clamart, sauf que Clamart est tombé. Donc il y a plus rien qui est connecté à Clamart aujourd'hui. Donc KTR est un peu seul. Voilà, et un peu seul d'ici effectivement. Ouais. Il y a donc, peut-être moyen de trouver des choses à faire avec la communauté parisienne et tout pour refaire un réseau, parce que le Hamnet en Allemagne c'est super répandu. Mais on n'est pas l'Allemagne. Mais on n'est pas l'Allemagne. Il faut pas oublier qu'on n'est pas l'Allemagne. C'est ça. Parce que il y a le Hamnet, il y a le Dapnet qui va avec aussi. Ils sont ultra actifs dans ces trucs-là. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Alors le Dapnet, c'est le. Alors je pense. Est-ce que tu es assez vieux pour savoir ce qu'est qu'un pager? Oui, je suis assez vieux. Alors, c'était juste après l'époque du Silex, l'invention du feu, on a sorti le pager. C'est bien. Bah, en gros, on va retrouver une utilisation à ces pagers. Ok. Et d'en faire, et de les connecter sur le même réseau que Hamnet afin de s'envoyer, d'envoyer des messages broadcast. Putain, ça c'est génial. Et on peut faire revivre nos vieux tom-tom des tiroirs. Plus ou moins, ouais. Ça c'est top. Ouais. C'est l'esprit. Ouais, je te rejoins sur cette idée, Jules. Effectivement, qu'il y a pas mal de choses qu'on peut voir à l'étranger. Moi, je me souviens d'un voyage où j'ai appris qu'il était possible de faire du TCP/IP sur de la X25. Et quand j'ai commencé à faire ça dans mon coin en Seine-et-Marne, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres personnes aussi qui faisaient ça, alors pas tout le monde, pas tous ceux qui faisaient du paquet, mais qui faisaient ça aussi en région parisienne. Et il y a beaucoup de choses effectivement qui sont venues finalement de rencontres avec des gens à l'étranger. Ouais, oui, tout à fait. Et du coup, si on est là, c'est pour parler un petit peu satellite, puisque toi, tu as eu l'occasion, Gilles, de discuter là récemment. C'était ton premier contact avec l'ISS ou... Alors si tu parles premier contact à proprement parler, non, c'est pas le premier, c'est sûr, c'est pas le premier. La preuve, c'est que juste avant, pour les répétitions, il y avait des petits pile-up sur le transpondeur. Alors, on va dire que le call a eu un petit succès. On va dire de mettre ISS en suffixe, je pense que ça suffit pour que les gens viennent te parler. Ouais, mais ça là, par contre, c'est du transpondeur. Mais je te parle vraiment sur l'ISS avec un astronaute. Bah oui. Premier. Forcément. Ok. Ça, pour le coup, c'est vraiment le premier. Et toi, Michel, par contre, toi, Alors, c'est pas ton premier. Non, c'est pas. Alors moi, je suis pas du tout opérateur comme Jules en fait, avec mes presque 30 ans de radio amateurisme. En fait, je me rends compte que je fais plus en parler que finalement d'en faire vraiment, mais avec l'équipe Harris pour la dernière mission de Thomas Pesquet, la mission Alpha, nous avons suivi 10 contacts radio avec les établissements scolaires et la station spatiale internationale avec Thomas Pesquet à bord. On a pu lui poser 176 questions en tout et à recevoir 176 réponses. Et donc moi j'en ai suivi quelques-uns de plus ou moins près. Et puis j'ai eu la chance d'être avec vous au Bourget il y a quelques jours. Une semaine. Il y a une semaine. Une semaine pile poil. Ouais. On est d'accord. C'est ça. C'est ça. Ouais, alors, on va quitter la sphère un peu radio. On va revenir vraiment un petit peu sur l'ISS. Michel, est-ce que tu peux nous expliquer, parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas. Bon, je pense que tout le monde connaît un peu l'ISS, mais quel est son but? Qu'est-ce que c'est exactement? Comment c'est créé? Et son avenir aussi, parce que son avenir reste un petit peu incertain. Puis d'ailleurs, ce que tu fais, toi, pour l'ISS, parce que tu es quand même une fonction bien particulière sur un programme qui s'appelle le programme Harris.
Oui, oui. Alors déjà l'ISS. L'ISS, c'est la station spatiale internationale. Donc c'est comme on va dire un gros sous-marin, mais dans l'espace. Et c'est occupé en permanence par un équipage international. C'est consacré à la recherche scientifique dans un environnement spatial. Alors, c'est la mission première de l'ISS. C'est la plus grande structure jamais construite par l'humanité en orbite. Ça mesure environ 100 mètres de long sur 75 mètres de large. Un joli stade de Super Bowl. Ouais, exactement, c'est ça. C'est l'équivalent d'un à peu près un stade de 420 tonnes. Voilà, construit avec une structure modulable, donc construit par différents modules ensemble au fur et à mesure des années. Premier module, je crois, c'est 2001. Les Russes. Par les Russes. Ouais. Et Zvezda. Et Zvezda ensuite, avec alimenté au début par Soyuz, et puis maintenant effectivement par les SpaceX les Dragon. Ouais. Les Dragon. Voilà, donc c'est pour voir effectivement c'est faire un laboratoire immense. Et puis à bord de ce laboratoire, il y a une partie expérimentale gérée par des radioamateurs, par le un groupe de travail international qui s'appelle ARIS, donc c'est Amateur Radio in the International Space Station. Qui maintient ces stations, parce qu'il y a plusieurs stations à bord de l'ISS, et qui dans un but de promotion à la fois des métiers de la science, de la technique, de l'expérimentation, mais aussi du radioamateurisme, active des contacts régulièrement avec des astronautes sur leur temps de travail, et donc qui font des réponses à des questions de lycéens, de collégiens ou d'étudiants. Est-ce que tu sais à peu près combien d'écoles ont participé à ce programme-là? Alors, Une ou deux écoles. À peu près. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le programme ARIS est né bien avant, avec il a en gros l'histoire date d'un peu plus de 40 ans. Ça fait plus de 40 ans qu'on fait des contacts entre la Terre, contacts radioamateurs, je parle, entre la Terre et puis des objets célestes. C'est venu avec avec les missions à bord de la station Mir. Même avant Mir, avec comment ça s'appelle, avec le Skylab. Avec le Skylab, alors le première c'était encore un petit peu avant. STS, je sais plus le numéro. Mais il me semble qu'il y a une anecdote avec les navettes spatiales. Ouais, avec Owen Garriott, avec l'indicatif W5 Lima Foxtrot Lima à bord de STS-9. STS-9. Ouais. C'est un vieux programme qui existe. Ouais. Et encore, il était limite, si on peut dire, avec un Baofeng à la fenêtre. Ouais, exactement. C'est ça. Il y avait pas de Baofeng à l'époque, mais c'est ça. C'est tout à fait ça. Il s'est mis à la fenêtre, et puis c'est là où l'idée est venue. Et depuis, il y a eu un peu plus de 1500 contacts dans ces programmes, ouais. Et ça représente à peu près 48, un peu moins d'une cinquantaine de pays qui ont été contactés. Voilà, donc c'est déjà énorme. Voilà, il y a un historique qui est assez conséquent, et de temps en temps on a la chance d'en avoir en France. On a eu Thomas Pesquet, entre autres. Voilà, on a eu Thomas Pesquet, et puis on espère bientôt les prochains. Ok. Sais-tu un petit peu le matériel qui est à bord d'Aris là, ou pas du tout? Alors, si je dis pas de bêtises, il y a un Kenwood D710 GA.
Ouais. Qui a Je crois que c'est été, mais principalement mais il me semble qu'il est revenu pour maintenance. En ce moment, il y a un module AMTV qui est parti. Je sais pas s'ils ont commencé à l'installer. C'est prévu pour 2025. Ouais, ok, super. Et je crois qu'ils ont un autre D710 pour faire de la SSTV. Ouais. Il y a des fois de la PRS, je crois aussi, je crois. Oui, le truc est réglé aussi en transpondeur APRS. Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a une activité transpondeur pour les radioamateurs, une activité APRS. Il y a de la SSTV qui est produite régulièrement aussi. C'est plutôt ponctuel que régulièrement. Ouais. La SSTV. Ça dure quoi? Ça dure une semaine en général, c'est très aléatoire et c'est sur une semaine et ça marche pas tout le temps. Mais quand ça marche, tout le monde est content. Ouais, c'est clair. Ok. Harris va bientôt, enfin, l'ISS est appelé à disparaître. Le programme Harris, lui, par contre, qu'est-ce qui va devenir? En fait, l'avenir d'ISS est vraiment incertain. C'est-à-dire que aujourd'hui dans le contexte, c'est maintenu par les agences spatiales américaines, japonaises, canadiennes, et puis russes et européennes. Voilà, les cinq dans l'ordre. Dans le désordre parce que effectivement elles ont chacune leur poids. On ne sait pas dans combien de temps les Russes vont continuer à maintenir leur module. Maintenant, ce qui est certain, c'est que vu la taille, c'est assez compliqué de démanteler ou de faire descendre l'ISS. Donc voilà, on parle aujourd'hui d'au moins jusqu'en 2027, voilà, voire 2030, et puis ça laisse encore un peu de temps en fonction des acteurs. Donc Harris a encore de beaux jours devant lui, avec une régularité dans à peu près un contact par semaine, voilà, pour faire finalement les 1500-1600 contacts qu'on a dit. Donc ils sont pas tous audibles en France ou en Europe, mais c'est à peu près ça. Donc et la suite, c'est qu'on travaille avec les agences, les radioamateurs, travaillent avec les agences spatiales pour les autres programmes. On parle de Mars, on parle de la Lune, on parle de la Gateway, parce que en fait, c'est aussi un lien pour les astronautes de contacter la Terre, notamment sur les voyages un peu longs, notamment vers Mars. Ils ont peut-être un peu plus de temps à consacrer aussi à discuter avec la Terre et puis peut-être les habitants polaires. Ok, très bien. Il y a un programme, il y a une autre navette qui est autour de la Terre, Tiané. Ouais. Il y a un programme similaire qui va se mettre. Alors la station, en fait, c'est un module Tiané, c'est un module. C'est un module de la station chinoise. Alors moi, j'arriverai pas à prononcer son nom, mais elle est aussi appelée CSS comme Chinese Space Station. Il y a à bord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une station qui est en cours. Elle est pas encore complètement opérationnelle, et pas complètement habitée. À bord, il y a des équipements radioamateurs qui sont coordonnés avec des fréquences qui leur sont attribuées. Mais en fait, on a très peu d'informations de la part de l'agence chinoise sur différents programmes qui pourraient y avoir. On n'a pas les fréquences, on n'a pas les passages, il y a pas de relais, enfin de transpondeur ou autre qui est déployé dessus. Pour l'instant, c'est pas très international. C'est ça. C'est pas très international, exactement. Ok, d'accord. Et comment ça s'organise un contact pour une école qui voudrait, par exemple, arriver à réaliser ce rêve, quoi, parce que c'est le rêve, à mon avis, d'une classe entière. Si je peux répondre, ça se fait pas en 3 jours. En fait, déjà, il faut que l'école dépose son dossier. Et rien que ça, c'est de la grosse préparation parce que
Voilà, hein, faut savoir que c'est un peu un milieu où il y a de la compétition, hein. Tout le monde a envie de contacter l'astronaute là-haut. Ouais, c'est clair. Donc voilà, nous dans notre cas, savoir que le collège Théodore Monod a été sélectionné, c'était quand même super. Et après, une fois qu'ils ont déposé le dossier, il faut qu'ils trouvent un radio club avec lequel ils puissent s'affilier pour qu'ils puissent justement réaliser ce contact. Et derrière, normalement, les écoles sont censées créer des programmes pédagogiques pour faire des choses, des activités pour les élèves dans la continuité jusqu'au jour du contact. Donc typiquement la préparation des questions, on a accueilli plusieurs fois les élèves au Radio Club pour leur montrer ce qu'on faisait, pour leur faire des petites activités genre ARDF, Radio Cache, voilà, Fox Hunting, voilà, c'est des trucs. ARDF qui veut dire Amateur Radio Direction Finder. Ok, c'est de la chasse au renard. C'est de la chasse au renard un petit peu plus compétitive, on va dire. Ok. Voilà. Donc ce genre d'activité et donc voilà, après donc ça c'est plutôt la partie scolaire et puis derrière voilà, le Radio Club s'occupe de la partie technique parce qu'il y a aussi des exigences à avoir. On fait pas ça avec un Baofeng même si c'est clairement possible. Donc il faut le matériel adéquat pour ça. Et donc voilà, c'est beaucoup de préparation. Aller demander aux copains si ils ont une antenne, ou s'il faut en acheter, s'il faut trouver. Et puis, 10 minutes de contact. Exactement. 1 an de préparation pour 10 minutes de contact. Voilà, l'échelle est correcte. Ça va, 10 minutes splendide, quoi. Mais voilà, c'est les 10 minutes de ta vie. Oui, c'est clairement. Oui, effectivement, c'est un peu par rapport effectivement, on dépose le dossier, c'est entre 16 et 12 mois d'attente pour avoir le créneau. Alors, on sait assez vite si on est sélectionné ou pas. Et puis moi je reviens effectivement sur cette préparation. Le groupe Harris en France est là pour accompagner les établissements scolaires qui souhaitent faire un contact ARIS dans la démarche et puis pour trouver un radio club à proximité et puis d'accompagner les équipes pour pouvoir faire en sorte que le dossier soit un succès. Ok. Le dernier contact avec ARIS a eu lieu au musée du Bourget. Comment ça s'est déroulé? Comment ça s'est préparé? Comment ça s'est... Voilà, le musée du Bourget, c'est pas accessible à tous. C'est-à-dire que l'équipe pédagogique avait des belles cartes en main aussi. Ouais. Il y avait, enfin, celle qui a lancé le projet était vraiment très 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 motivée et a réussi à pousser le bouchon jusqu'au bout pour nous avoir le Bourget, qui est quand même un endroit assez symbolique. Ouais, personne s'y attendait. Vraiment, moi je m'y attendais absolument pas. Quand on nous sort que on va faire notre contact au Bourget, on était tous scotchés. Et on se disait waouh, là ça va être un truc de ouf. Ouais. Et après il y a le côté réalité qui est revenu, qui s'est dit oh mais du coup la préparation ça va être une horreur, ça va être un cauchemar. Il va falloir passer la sécurité, il va falloir expliquer ceci, expliquer cela, et c'était pas si évident. On s'est posé pas mal de questions sur les installations techniques. Est-ce que on fait tout en semi-remote, c'est-à-dire que soit on commande des longueurs de câbles pour faire passer pour faire passer les coax des rotors et des antennes dans le faux plafond, puis dans la vente, puis sur le toit, ou alors est-ce qu'on fait quelque chose de semi télépiloté parce qu'il y aura peut-être trop de pertes dans les câbles et tout ça. Donc il y avait pas mal de questions qui se sont posées voilà, côté technique de ce côté-là. Mais ouais, c'est un endroit qui est assez emblématique. Finalement, ça s'est passé comment, le contact radio? Ben c'était magique. Il y a pas de en direct en un mot, c'est magique, hein. Ouais. C'est indescriptible. Surtout, enfin moi c'est pas le contact en lui-même qui m'a choqué, c'est le moment où l'astronaute m'a accroché. Ouais. Plus qu'autre chose. Parce que moi je m'attendais à faire comme dans tous les streams ARIS que je vois, les mecs ils font 5-6 attempts avant que le mec il accroche. J'ai fait un attempt, le mec a accroché. 2 fois je crois que t'as appelé. Ouais, j'ai appelé 2 fois. 2 fois, ouais. Effectivement. Ouais. Ah ouais. Et waouh, ouais.
C'est surtout l'effet waouh et sur le coup de peut-être de pas savoir quoi répondre, mais voilà, on était très bien préparés. Les élèves ont donné du mieux qu'ils pouvaient, donc c'est ça qui est bon. Combien d'élèves à peu près dans la salle? Parce que je crois qu'il y a eu dans la salle, je pense qu'on devait être entre 130 et 150 personnes. Et une bonne classe de 20-30 élèves pour poser des questions. Voilà, ça c'est. Donc il y a eu tout le collège de Théodore Monod. Alors non, je crois il y avait que deux classes, plus des classes qui pouvaient pas venir, plus des élèves qui étaient absents. Donc il fallait gérer tout ça en plus, c'est-à-dire que du coup il y avait des élèves qui devaient poser des questions qui n'étaient pas présents. Donc c'était ultra compliqué. Du coup, on a dû réattribuer les questions à d'autres élèves qui n'étaient pas prêts pour ça. Voilà. Et on les a formés, on les a formés, on a fait les répètes qui vont bien. Ça s'est très bien passé. Ouais. Puis en plus, les contacts sont faits en anglais. Les contacts sont faits en anglais, avec un anglais plus ou moins approximatif, mais il s'est fait en anglais. Voilà. On peut pas tout savoir. Ils ont réussi à s'entendre, à comprendre. Alors, comprendre, je sais pas, parce que heureusement, tout est bien préparé à l'avance. Heureusement, l'astronaute a déjà les questions pour que ça soit clair pour tout le monde et que ça rende super bien pour l'événement. Mais j'ai quand même senti un petit peu d'appréhension d'en savoir au début. Voilà, pour dire que ça devait être compliqué, mais je pense que c'est c'est pas que le cas pour la France, d'ailleurs plein d'autres pays. Pas au tout début, parce qu'effectivement quand il t'a eu au début, il était quand même très rassuré. Il était très rassuré de fait que le contact puisse débuter dans une certaine qualité. Mais voilà, ça arrive à tout le monde. Je pense qu'il y a voilà, nous moi je suis très content d'avoir fait un très beau contact et je souhaite le meilleur aux autres, hein, c'est tout. Toi, tu t'es levé. T'as pris le micro, t'as commencé à appeler à 49 parce qu'il y avait un petit décalage, c'était prévu à 51, je crois. Ouais, mais les TLE sont pas voilà. prêts. L'ISS allait plus vite que prévu. Non. Non, ça c'est les prédictions. En fait, ce qui se passe dans l'organisation du contact, c'est que le choix du créneau se base sur des éléments qu'on appelle les TLE qui datent de un ou 2 mois en avance. Donc on prévoit en fait 1 ou 2 mois en avance. Il y a une incertitude de plus ou moins 5 minutes, voire 10. Donc voilà, parce qu'en fait, alors on sait que ça va passer à peu près à cet endroit-là avec à peu près telle et telle élévation, mais ça permet de réserver et de discuter des créneaux avec les agences spatiales pour le mettre dans l'emploi du temps de l'astronaute. Et une fois que ce créneau est sélectionné, ben en fait on réadapte la veille ou le matin même, et on savait qu'il allait y avoir des changements. Ouais, un petit décalage parce que en fait constamment l'ISS est alimenté. La semaine d'avant, il y avait ils ont rechargé. L'astronaute venait d'arriver, donc et puis il y a quelques changements et puis il réadapte régulièrement la position, ce qui fait que ça décale un petit peu. Voilà. Donc toi, tu t'es levé, t'as pris le micro, tu t'es retrouvé donc devant à peu près 150 enfants étudiants, on va dire, plus les profs, plus toute la partie AMSAT pour faire ton premier contact avec un astronaute que tu n'avais jamais contacté avant. Tu lances appel, il te répond. This is A91SS, how do you read? Tu t'en souviens encore? Ah oui, bien sûr. Comment tu t'es préparé déjà à ça avant, toi? Tu as déjà fait quelques essais avant sur les répéteurs, sur le répéteur ISS? Bon, on a fait, avant le passage en question, il y avait 3 passages. 3. Justement 3 passages pour faire les essais, nos seuls passages d'essais finalement, le seul passage de répétition, 3 chances de rentrer dans le transpondeur et de voir comment ça passait. Okay. On a pris les 3 passages et sur les 3 passages, on a fait à peu près 4 QSO par passage. Ce qui pour l'ISS est énorme. Voilà, c'est pas un concours, même si on avait un call qui le suggérait. Voilà, sur un transpondeur, il y a une fréquence. Sur celui-là en tout cas, donc tout le monde se pousse. Ouais. Donc faire 4 QSO c'est quand même incroyable. Déjà pour un lambda, faire un QSO sur un transpondeur où t'as 4 mecs en même temps sur la même fréquence, voilà, c'est assez long et en général les mecs font leur QSO et s'en vont. Nous, on avait des très 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 bonnes conditions, donc on en a profité, on s'est installé, on a mis l'ampli et puis on a appelé et tous les yeux se sont tournés vers nous, ce qui était plutôt une bonne nouvelle et ce qui nous a permis de... j'ai uploadé dans LTW récemment, on a 12 QSO,
Ouais. En incluant OR4 ISS. D'accord, ok. Écoute, nickel. La station radio amateur est à disposition des astronautes, je suppose, là-bas. Est-ce qu'il y en a qui l'utilisent un petit peu? Est-ce qu'ils ont le temps? Parce que il y a des moments où si tu regardes sur la plateforme AMSAT Status, il y a des moments où ils ont du temps et des fois ils prennent le micro et en fait ils se mettent en direct sur le transpondeur. Et du coup des fois dans le AMSAT Status, tu as une case qui s'appelle Crew Active. Ouais. Et en fait là tu vois quand les astronautes sont sur l'air. Et en général ça fait du bruit et ça a beaucoup de succès. Ok. Ouais. Très bien. Moi ce que je propose à vous deux, c'est que tous les liens AMSAT pour les transpondeurs et tout, on les redonne. Je les mettrai dans les commentaires du podcast. Et comme ça permettra aux gens qui puissent déjà regarder, écouter aussi en même temps. Je rappelle que pour monter sur le transpondeur, il faut un indicatif radio amateur. Déjà, minimum. Et puis un peu de courtoisie et beaucoup d'écoute avant de lancer appel. Je pense c'est la moindre des choses. Oui, surtout que opérer en satellite, ce n'est pas du tout la même chose que d'opérer en HF. Et moi, le premier à l'apprendre. Ouais. C'est-à-dire qu'on a beau être opérateur, mais être opérateur satellite, c'est quand même autre chose. Ouais, ça se passe comment? Alors, en HF, on a la place, on a le temps, donc on peut s'installer et faire un appel général 40 mètres qui dure 300 heures. Là, le satellite, il a un temps limité de passage. Il y a beaucoup de monde qui attendent. On ne peut pas se permettre de lancer appel satellite. Ce n'est juste pas envisageable. Ouais. Donc il faut être rapide, concis et clair. Ok. Voilà. C'est les informations minimum. L'indicatif, le grid. Point. Ok. Et pas tout le grid. Et évidemment pas tout le grid. Juste le début du grid. Parce que si tu commences à dire tout le grid, t'as pas fini. Okay. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un grid, c'est quoi? Un grid, c'est un système de coordonnées. Ouais. Maidenhead Grid. Si je dis pas de bêtises, vous pouvez regarder sur Internet. C'est un système de grille internationale qui permet de se positionner sur une carte. Ok. Voilà. Les coordonnées GPS, en fait, une géolocalisation avec des lettres et des chiffres. Alors justement, c'est pas des coordonnées GPS. C'est pour ça que j'ai précisé que voilà. Ça fait des petits carrés quoi sur la. C'est ça. C'est des carrés dans des carrés dans des carrés. Ouais, excuse-moi de mon approximation. Ok, d'accord. Écoute, c'est parfait. Y a-t-il d'autres on a évoqué un petit peu la PRS, la SSTV, le transpondeur, les liaisons directes avec. Et il y a plein d'autres modes expérimentaux. Tu viens de mentionner les SSTV, la PRS. Voilà, bientôt on va avoir de la DATV sur l'ISS. Ouais, c'est ce que voilà, donc là on pourra carrément faire un vocal Discord avec alors ça sera pas du Discord là. On est sur ce niveau-là. Non mais voilà, tu vois, c'est là on pourra carrément avoir du flux vidéo en direct en plus. Et voilà, c'est assez magique. Et des fois, t'as d'autres activations de mode un peu expérimentaux. Les Japonais ont tenté le KG-STV. Ouais. Voilà. Et des Russes ont tenté un mode de paquette. J'ai oublié comment il s'appelle. Enfin voilà. Des fois, ils tentent des choses. Et ça marche, ou ça passe, ou ça casse. Voilà. Le KG-STV, dans l'occurrence, ça n'a pas vraiment marché. Voilà. J'étais même pas au courant qu'ils l'avaient fait. Donc, tu vois, ouais. Il y a une légende urbaine qui dit que tous les astronautes sont radioamateurs. Alors, ce n'est pas une légende urbaine. Ça existe. Tu vas sur le site ae7q.com qui référence tous les indicatifs radioamateurs américains, parce que il faut préciser que tous les astronautes de la NASA sont radioamateurs américains. Thomas Pesquet est radioamateur américain. Si je dis pas de bêtises, KG5 FYG sont indicatifs. Voilà. FX0 IFS c'est un indicatif spécial. Ouais. Voilà, c'est bon à savoir. Et du coup, ils ont minimum tous la technicienne, et ce qui est très bien, c'est que la technicienne permet de faire de la VHF, donc pas besoin d'aller chercher plus loin. Donc oui, pour eux, c'est plutôt une formalité qu'un vrai examen, surtout que la technicienne est assez facile, c'est vraiment une licence pour faire des opérateurs. Et donc oui, s'ils veulent prendre le micro, derrière ils ont tous au moins cette licence là. Alors moi je rajouterais à ça, parce que je sais pas si c'est vrai pour tous, j'ai pas fait la vérification, mais en tout cas ils sont volontaires, c'est sur la base de volontariat dans leur programme. Ils passent un examen pratique et puis ils ont un entraînement au sol, voilà, pour obtenir un indicatif et pour pouvoir utiliser avec une formation. D'ailleurs cette semaine il y a eu un entraînement
notamment à l'ESA sur QO100. Ils se sont entraînés sur QO100 cette semaine pour gérer les pile-up. Ok, très bien. Justement, en parlant de ça, on parlait de transpondeurs, on parlait un petit peu de tout ça. Il y en a plein qui vont certainement vouloir écouter l'ISS. En tout cas, j'espère que ça va donner l'idée à plein de personnes de l'écouter, à d'autres radioamateurs peut-être de lancer leurs premiers appels. Le transpondeur à bord de l'ISS, tout le monde, ça fait peur à tout le monde. Moi, je discute à tout le monde, mais oui, ok, d'accord, il y a un transpondeur, mais il y a l'effet Doppler, il y a tout ça. En gros, c'est quoi un transpondeur et comment on peut gérer pour une liaison simple, rapide, et puis même comment on peut l'écouter simplement, voilà, l'ISS. Et ben déjà, si on veut l'écouter, alors il y a deux choses à savoir. Un transpondeur, c'est une entrée, une sortie. Ouais. Voilà. Une entrée qu'on appelle un uplink sur une bande et une sortie qu'on appelle un downlink sur une autre bande. Donc l'uplink, c'est de la Terre. Ouais, c'est de la Terre à l'ISS. Et dans ce cas, si je dis pas de bêtises, l'uplink est en VHF et le downlink en UHF. Oui, parce que l'antenne marchait pas. Voilà. Voilà. Donc oui, donc c'est dans ce sens-là. Donc dans le cadre du transpondeur, on se met sur 437-800 FM. Voilà, on peut l'écouter. Et il faut pas avoir peur de l'effet Doppler, on est en FM, il y a 25 kg de bande passante. L'ISS ne va pas suffisamment vite pour que ça se décale trop forcément. On peut quand même l'écouter vraiment confortablement sans trop avoir besoin de compenser. Là où on a vraiment besoin de compenser, c'est quand on fait de l'AC double ou quand on fait de la SSB, parce que là il y a 3 kg, 50 Hz, et là ça bouge très très vite. Ah, mais l'ISS n'en fait pas. Non. L'ISS, le transpondeur, c'est que de la FM. Okay. Donc voilà, il y a un petit décalage à prendre en compte, mais il est vraiment négligeable. Ouais, sur un passage de 10 minutes, si tu peux le gérer même avec des mémoires. Avec 7 mémoires, tu peux le faire, ou tu le tournes au fur et à mesure, ou alors piloté par ordinateur. Exactement. Un petit programme pour ceux qui sont pilotés par ordinateur. Gpredict. Je crois, Gpredict. L'open source dans mon cœur. Gpredict, ouais, ça fait tout seul. C'est magique. Ok. Bah, parfait. Je voudrais vous remercier tous les deux d'avoir participé parce que c'est pas évident et je dirais pas lequel des deux, mais il y en a un qui était un petit peu plus stressé que l'autre. Je dirais pas qui c'est. Et puis j'en profitais juste avant d'arrêter cette émission pour remercier KTR, qui est le radio club donc de la gare de l'Est. F5 KTR. C'est pour ça qu'on a eu en même temps les trains qui passaient, les freins et autres derrière. Mais ça fera son charme sur ce podcast-là. Je voudrais vous remercier encore une fois tous les deux et puis merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt sur une liaison ISS. Ouais. Salut. À bientôt 73. Bye.